Dans le chapitre précédent, nous avons repéré ensemble tous les empêcheurs de bonheur. Aujourd'hui, je vous propose de les affronter. Pour cela, vous devez d'abord vous positionner très clairement. Se positionner, c'est-à-dire être capable d'affirmer calmement son propre point de vue. Et ça exige d'abord de bien se connaître, évidemment. Vous vous souvenez, Socrate le disait, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Pour apprendre à bien se connaître, il faut être capable de différencier en nous ce qui nous appartient vraiment de ce qui nous a été imposé soit par notre éducation, soit par les habitudes familiales, soit encore par la société et que nous n'avons jamais songé à remettre en question. Puisque nous changeons un petit peu chaque jour, le regard qu'on porte sur soi devrait lui aussi s'adapter à ce changement. Vous l'avez sans doute remarqué, nos besoins varient au cours de notre vie. Ce qui nous paraissait par exemple essentiel à l'âge de l'adolescence nous paraît aujourd'hui tout à fait superflu. Un vieux sage auquel son disciple demandait « Et vous, maître, maintenant que vous êtes vieux, est-ce que vous vous connaissez vraiment ?» Le maître répondit « Impossible, puisque je change à chaque instant. Le portrait que je vous ferai à l'instant ne serait sans doute plus valable demain. » Il est donc important de respecter ce qu'on éprouve ici et maintenant. Je vous propose un test. Est-ce que vous respectez toujours ce que vous éprouvez au moment où vous l'éprouvez? Voyons cela ensemble. Vous allez répondre spontanément et la première réponse qui vous viendra à l'esprit est sans doute la meilleure. Au cours d'une réunion de plus de 6 personnes, par exemple, si vous êtes le seul à ne pas être d'accord avec l'ensemble, est-ce que vous préférez rester discret? Est-ce que les gens viennent facilement vers vous pour se plaindre? Est-ce que vous préférez laisser les autres membres de la famille choisir le programme de la télévision? Ou est-ce que vous cherchez à imposer votre point de vue? Est-ce que vous avez du mal à refuser une invitation? Quand on vous demande un service, par exemple, et que vous avez prévu une soirée en amoureux, est-ce que vous annulez la soirée? Vous est-il arrivé de boire de l'alcool pour faire comme tout le monde? Est-ce à vous que vos collègues s'adressent d'abord pour se faire remplacer en cas d'absence? Vous est-il arrivé qu'on vous demande de l'argent pour dépanner? Si vous avez répondu oui à plus de 3 questions, il est probable que vous ne respectiez pas toujours ce que vous éprouvez. Je vous conseille d'être plus attentif au message de vos émotions avant de vous engager. Nous allons parler maintenant des bénéfices secondaires. Pour expliquer ce qu'est un bénéfice secondaire, je vous propose une petite séquence de la vie quotidienne dans laquelle vous vous reconnaîtrez certainement. Allô, Marie? Ça va? Ah, ça fait longtemps. Oui? Demain? À quelle heure? Bah non. Bien sûr. Et ta sœur, elle peut pas le garder demain? Ah bon? Non, j'ai rien de prévu, non. Il est gros? Doberman. Ah, d'accord. Il est pas méchant. Non. Bon. Jusqu'à quelle heure à peu près? Tu sais pas?
Oh d'accord, non, non, juste comme ça, hein, pour savoir. Ouais, donc faudra le sortir, ouais. Tu penseras à la laisse, ouais. Un drap sur le canapé? Ah, il monte sur le canapé et il bave un peu. D'accord, bah écoute, oui, pas de problème, je me débrouillerai. D'accord, je t'embrasse, à demain. Allô, Vincent? Ouais, ça va? Oui, juste, bah en fait, demain, je pourrais pas venir au cinéma. Ouais. Ouais, si tu veux, tu vas avec Lola, oui. Salut. Lola. Si la jeune femme accepte, à contre-cœur bien sûr, de garder le molosse de mari, c'est que ce sacrifice lui apporte ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, c'est-à-dire certains avantages inconscients. Au moment où elle accepte, elle se dit qu'elle ne peut pas refuser un service à une amie, mais en fait, la réalité est plus complexe. Soit elle accepte parce qu'elle a peur de perdre l'amour de son amie, soit elle craint de ne pas être à la hauteur de sa réputation, de quelqu'un sur qui on peut compter, ou soit enfin parce qu'elle ne pourra pas assumer la culpabilité d'un refus. Il se peut aussi qu'elle accepte tout simplement parce qu'on lui a appris, lorsqu'elle était enfant bien sûr, que la charité chrétienne exige de se sacrifier pour les autres. Ou encore pour se trouver une bonne excuse pour échapper à une autre contrainte, comme par exemple celle de sortir avec Vincent. Mais bien sûr, tout ça est parfaitement inconscient au moment où elle le vit. Mais renoncer aux bénéfices secondaires, c'est renoncer à certains avantages. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de patients en psychothérapie s'accrochent à leurs symptômes. Je vous propose un exercice maintenant. Vous allez relire les réponses aux tests précédents. Vous allez réfléchir un petit peu aux avantages que vous procurent des situations où vous avez répondu de manière affirmative. À quels besoins répondent les bénéfices secondaires que vous pouvez en tirer? Peut-être besoin d'être aimé, peut-être un besoin de reconnaissance, ou peut-être besoin d'avoir la paix. Il faut enfin savoir dire non. Savoir dire non, ça s'apprend. C'est pas évident. Refuser de répondre aux besoins des autres comporte quelques risques, vous l'aurez compris. Maintenant que vous savez que la connaissance de soi est nécessaire et que vous avez appris à repérer vos propres besoins et surtout à repérer les bénéfices secondaires que vous pouvez tirer d'une situation désagréable, il va falloir apprendre à dire non sans agressivité. Revoyons, si vous le voulez bien, la scène et imaginons que notre héroïne se mette à l'écoute de ses propres besoins. Allô, Marie? Ça va? Oui. Demain? Ah non, désolée, demain ça va pas être possible. À quelle heure? Non, vraiment. Et ta sœur, elle peut pas le garder? Elle peut pas. Un Doberman? C'est pas méchant? Il faudra le promener. Un drap? Pourquoi faire? Ah, il monte sur le canapé, il bave. Ah, écoute Marie, voilà ce que je te propose. Demain, c'est pas possible, mais si tu veux un autre jour dans la semaine, je peux venir le garder chez toi pour te dépanner. Oui, comme ça, il sera pas dépaysé et puis mon canapé, il restera intact. D'accord? Tu réfléchis et tu me rappelles? Ouais, ciao. Comme vous l'avez constaté, cette fois, la jeune femme a su respecter ses besoins et elle a pris
en refusant le risque de décevoir son ami. Mais pour éviter cela, elle a su dire non sans agressivité. Ne vous laissez pas piéger par des mots généralisateurs tels que « toujours » ou « jamais ». Par exemple, tu ne veux jamais me faire plaisir, tu es toujours occupé quand j'ai besoin de quelque chose. Quand on dit non, il faut savoir à quoi on dit non et le préciser. On ne dit pas non à la personne qui est en face de nous, on dit non à ce que la personne nous propose et qui ne nous convient pas. Soyons clairs, vous n'êtes pas obligé de vous trouver des excuses pour éviter la culpabilité. Suggérez par exemple une autre solution à laquelle vous pourriez dire cette fois un vrai oui. Écoute Marie, voilà ce que je te propose. Demain, c'est pas possible, mais si tu veux un autre jour dans la semaine, je peux venir le garder chez toi pour te dépanner. Oui, comme ça, il sera pas dépaysé et puis mon canapé, il restera intact. D'accord? Tu réfléchis et tu me rappelles? Ouais, ciao. Nous allons maintenant aborder la question du choix. Choisir, c'est souvent difficile et parfois même douloureux. Parce que choisir, c'est toujours abandonner le reste. Nous sommes toujours confrontés à des choix qui sont plus ou moins importants, plus ou moins décisifs, plus ou moins faciles dans notre vie. Cependant, choisir, c'est notre part de responsabilité sur la construction de notre bonheur. Du choix de la couleur d'un vêtement, par exemple, au choix d'un métier ou encore au choix de son conjoint. Les occasions de devenir acteur de sa vie ne manquent pas. Choisir, c'est une merveilleuse façon de se sentir libre et vivant. Il est souvent difficile d'accepter l'idée d'être imparfait et de se regarder trébucher sur la route de notre propre vie. On aimerait bien des spécialistes du bonheur, des professionnels de la réussite. Rassurez-vous, nous faisons tous des erreurs, mais on s'en remet toujours. Parfois même, l'erreur est une source d'information et souvent une source de progrès. Souvenez-vous la première fois que vous avez appris à faire du vélo. Vous avez trébuché, vous êtes tombé, vous êtes remonté dessus, et maintenant, c'est très facile. Le bonheur, c'est comme le vélo, ça s'apprend en tombant. Et dans la même idée, il me paraît aussi important de découvrir ses propres limites et de savoir les faire respecter. Bon, je te sers? Merci, merci. Antoine? Non. Allez, Antoine, allez! Allez! Oh, Antoine! Non, je connais mes limites. Non. Oh, genre! Non, sérieux! Genre, c'est ça! Sérieux, non, je vais prendre. C'est bon. Quoi? Et vous, connaissez-vous vos propres limites? Savez-vous par exemple la quantité d'alcool que vous pouvez supporter avant d'être ivre? Connaissez-vous le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin pour être en pleine forme? Connaissez-vous le temps que vous pouvez consacrer au téléphone à vos vieux parents sans ressentir un petit peu d'agacement? Savez-vous l'argent que vous pouvez dépenser pour vos loisirs, par exemple, chaque mois? Connaissez-vous le sport que vous aimeriez pratiquer mais qui vous est interdit? Il faut apprendre aussi à se réjouir de ces petits progrès. L'accès au bonheur ne se dégrade pas du jour au lendemain. Il faut avancer pas à pas sur la route du bonheur. Le tour du monde commence par un premier pas. Bien entendu, sur le chemin de votre propre bonheur, vous allez être vigilant pour faire un pas en arrière lorsque vous aurez constaté une erreur, mais vous saurez aussi vous féliciter de chaque progrès, chaque petit pas sur la voie de votre bonheur. Il faut savoir se réjouir de ces progrès. Si par exemple un sportif escalade une paroi, il va hésiter, il va redescendre un petit peu, et puis il va remonter pour retrouver la bonne prise. Arrivé au sommet, il pourra s'écrier « Je suis le roi du monde !» Et vous, qu'est-ce qui vous empêche d'être le roi du monde?
Dans un prochain chapitre, nous verrons ensemble comment augmenter la place de la joie dans votre vie. Après avoir beaucoup sondé les racines du bonheur, je peux affirmer aujourd'hui avec Nicolas Go que la joie ne dépend pas d'une cause extérieure, mais bien d'un rapport au réel. Je vous propose maintenant d'aiguiser votre propre regard sur vous-même et sur le monde, bien sûr, afin d'acquérir une plus grande confiance en vous débarrassant de vos préjugés sur vous-même pour enfin être capable de faire l'expérience de la joie. Voyons d'abord comment changer son regard. Observez ce dessin pendant quelques secondes. Qui voyez-vous? Une jeune femme ou alors une vieille femme? Vous avez trouvé? Vous en êtes bien sûr? Maintenant, regardez à nouveau. Changez votre regard. Elles y sont toutes les deux. Cherchez bien. Changer de regard pour découvrir le monde autrement, sous un autre angle, c'est souvent très déstabilisant. Bien sûr, ça remet en question nos certitudes. Mais cela nous permet de comprendre que c'est le regard que nous portons sur les choses qui fait que les choses sont ou non belles, sont ou non désirables, sont ou non agréables ou désagréables. Au lieu d'être toujours préoccupé par ce qui ne va pas ou d'être agacé, il faut apprendre à changer notre regard et à chercher ce qui, dans un événement, peut être beau ou bon, peut être agréable dans un événement qui, a priori, est désagréable. Derrière chaque sorcière se cache une jolie femme. À nous d'aiguiser notre regard pour la trouver. C'est le meilleur moyen de faire entrer plus de joie dans notre vie. Si vous vous entraînez à changer votre regard et le regard que vous portez sur le monde, vous allez parvenir à changer le regard que vous portez sur vous-même. Et donc, vous allez augmenter votre confiance en vous-même. Vous allez vous débarrasser des lunettes qu'on vous a imposées lorsque vous étiez enfant et qui vous empêchent de vous voir tel que vous êtes vraiment. Observez par exemple l'adulte qui est devenu Arthur. Lorsqu'il met la table, il rejoue une autre scène, une scène de son enfance. Il retrouve l'enfant inquiet qu'il était. Arthur, apporte mes verres que j'adore là, et fais attention, t'es tellement maladroit. C'est pas droit. Comme ça? Ouais. Comme ça? Oh mes verres! Arthur, je t'avais dit de faire attention, t'es vraiment comme ton père, hein? Non mais laisse, ramasse, va jouer dans ta chambre. Pour reprendre confiance en lui, Arthur devra se débarrasser du petit enfant maladroit, le petit enfant maladroit qu'il était bien sûr dans le regard de sa mère, et qu'il est devenu dans son propre regard d'adulte. Reprendre confiance en lui donnera plus de confiance dans l'avenir. Il sera capable de faire face à des situations qui sont difficiles. À vous maintenant d'augmenter votre confiance en vous-même. Je vous propose un exercice. Vous allez essayer d'établir la liste des qualités que les autres vous reconnaissent. N'hésitez pas à interroger votre entourage. Dites-leur que vous faites un test. Et puis, vous allez établir ensuite une seconde liste, la liste des choses que vous aimeriez faire. Gardez bien ces listes, datez-les de la date d'aujourd'hui. Elles vous seront précieuses. Ces deux listes ensemble vous permettront de tracer une esquisse de votre potentiel. Ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez être à partir de ce que vous êtes aujourd'hui.
En effet, conjuguer ce qu'on aime et ses propres qualités nous permet de devenir créatifs, d'inventer notre propre mode de vie et d'évoluer favorablement. Or, c'est en créant que nous prenons confiance en nous, et plus nous prenons confiance en nous, plus nous avons envie de créer. Nous entrons ainsi dans un cercle vertueux sur le chemin de notre propre bonheur. Alors n'oubliez pas, c'est en cultivant nos qualités que nos défauts s'estompent. C'est en faisant ce qu'on aime qu'on côtoie le bonheur. Il faut accepter de ne pas tout contrôler. L'illusion de toute puissance et d'autosuffisance est un vestige de notre enfance. Je voudrais vous parler du cas d'Arthur. Dans son enfance, ses parents se disputaient souvent. Pour faire cesser ces disputes, il avait pris l'habitude de prendre une allumette et de la faire brûler tout entière, sans se brûler les doigts. S'il y parvenait, ses parents allaient, selon lui, se réconcilier. Sinon, une autre dispute allait intervenir. Arthur, que les disputes incessantes entre ses parents ont profondément angoissé dans son enfance, aura associé son geste et leur réconciliation. Il aura imprimé ce message dans son inconscient. Responsabilité et sentiment de culpabilité sont bien installés en lui. En revanche, sa joie de vivre et l'insouciance se sont éloignés. Bien sûr, vous l'avez compris, Arthur n'était responsable ni de la discorde entre ses parents, ni de leur réconciliation. Pourtant, il l'a cru. Et chaque fois que ses parents se sont disputés, il a tenté d'intervenir en reproduisant le même rituel. Quand il échouait, il se le reprochait. En résumé, vous l'avez compris, ce qui dépend de nous, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais la réponse émotionnelle que nous lui fournissons. Et selon vous, qu'aurait pu faire Arthur, lorsqu'il était enfant, pour ne pas semer en lui la graine de la responsabilité et de la culpabilité ? Pour cultiver la joie au jour le jour, il faut se souvenir de la citation de Jean-Paul Sartre « Chaque homme doit inventer son propre chemin ». Souvenez-vous par exemple de la Coupe du Monde de foot en 1998 et de l'intensité de la joie éprouvée. L'intensité d'une expérience de la joie n'est pas réservée à quelques privilégiés. Vous aussi, vous pouvez vivre une telle expérience. Je vous propose de faire une expérience qu'on qualifie d'expérience optimale. Expérience optimale est un terme qui a été inventé par Csikszentmihalyi. Alors vous allez veiller à ne pas être dérangé et vous allez choisir un élément de la liste de ce que vous aimez. Vous allez vous lancer un défi dans le domaine que vous venez de sélectionner. Par exemple, imaginons que vous ayez envie d'apprendre à tricoter. Donc il faut vous fixer une tâche en relation avec ce défi. Cette tâche doit être claire, précise et réalisable. Par exemple, faire un premier rang. Vous allez vous fixer un temps précis pendant lequel vous allez vous consacrer uniquement à cette tâche et vous allez mettre à sonner un réveil pour vous signifier la fin du temps imparti. Maintenant, mettez-vous à l'œuvre et concentrez-vous totalement sur ce que vous faites. Votre engagement doit être profond et faire disparaître toute distraction. Lorsque le réveil sonne, vous allez interrompre votre tâche. Et là, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai ressenti quand le réveil a sonné? Avez-vous pensé à autre chose pendant la réalisation de votre tâche? Avez-vous perdu la notion du temps? Avez-vous éprouvé du plaisir? Et maintenant, êtes-vous content de vous? Avez-vous envie de renouveler cette expérience? Cette expérience est une expérience optimale. Vous pouvez décider de la renouveler. Elle vous apportera une joie immédiate qui se prolongera dans la durée. Pour cultiver la joie au jour le jour,
Vous pouvez vous lancer un défi chaque jour, un défi réalisable bien sûr, comme par exemple réaliser une nouvelle recette, faire une demi-heure de marche, apprendre une poésie par exemple, ou encore vous mettre à la peinture. Et puis, vous allez apprendre à goûter le plaisir de relever ce défi. Vous allez constater alors que la vie peut devenir une expérience optimale constante. L'essentiel n'est-il pas, comme l'affirme André Comte-Sponville, de passer de l'espérance du bonheur à l'amour de la vie ?